On nous dira que tant qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. Les questions ne nous parviennent que lorsque nous élaborons des questions au sujet de notre inquiétude ou de notre curiosité. Comment le questionnement peut-il nous conduire à la créativité? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre avec Maurice Awinde, coach en développement personnel. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver tout le temps sur cette émission. Plaisir partagé. Amis auditeurs et internautes, merci également pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Maurice Awinde, à nouveau bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de cet art délicat, subtil, qui nécessite d'être manié avec une certaine dextérité. Nous parlons du questionnement. Oui, du questionnement. Du questionnement parce que, comme vous l'avez si bien introduit, lorsque vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de réponse. Jamais. Est-ce qu'il n'y a pas de réponses qui nous viennent comme ça? Sans qu'on ne pose aucune question ou sans qu'on ne Il y avait certainement une question qui était posée entre-temps. Peut-être que la question n'est pas renouvelée expressément, mais elle demeure toujours à l'arrière-plan de notre conscience dès lors que la réponse nous parvient. Et on se dit, ouais, je l'ai. Et puis il faut peut-être déjà dire aux auditeurs que quand on parle de questions, quand on dit que tant qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse, ça ne veut pas dire que ce sont des questions qui sont forcément ouvertes. Ce sont des questions qu'on adresse aux autres. Ça peut être des questions qu'on se pose à soi-même. Les meilleures questions sont celles qu'on se pose à soi-même. Les meilleures questions sont celles qu'on se pose à soi-même. Et c'est en se posant justement les bonnes questions que vous trouvez même les réponses liées à l'équilibre de votre vie. Et quand nous parlons de l'équilibre de notre vie, c'est aussi de l'entrepreneuriat nous parlons. Oui. Nous parlons de l'équilibre social, nous parlons de l'équilibre professionnel, parce que de toutes les façons, l'homme est un système en place. De telle sorte que pour que le système puisse fonctionner harmonieusement, il est normal, il est indispensable, je voulais dire, que, disons, tous les maillons de ce système fonctionnent bien. Donc, je voudrais, tout simplement parce que lorsque il y a une partie du système qui ne fonctionne pas bien, c'est tout le système qui est déséquilibré. Oui. Et le système ne fonctionne bien que lorsque, à chaque instant, on se pose les meilleures questions. Donc, on a déjà parlé de questions efficaces en entreprise, entre-temps, dans une émission. Oui, mais bon, on va rappeler quand même le concept, la notion. Oui. Il s'agit de comprendre tout simplement que la question, lorsqu'elle est bien posée, donne la bonne réponse. Et par conséquent, on dit alors que la question est ce qui caractérise, ce qui est même la source de la créativité. Ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Nous avions dit entre-temps que c'est quand on pose la question qu'on peut, de façon judicieuse, entrer en dialogue avec l'autre. Parce que si nous sommes ensemble ici, vous et moi, et que personne ne demande quoi que ce soit à l'autre, c'est qu'on restera ici silencieux pendant peut-être 1 heure de temps, 2 heures de temps, et on va se lever. Et peut-être, il nous arrive de rencontrer des gens, peut-être dans un espace public, on est assis à côté, peut-être, disons, même dans, disons, le fil d'une opération. Oui. Et bon, vous restez ensemble, vous avez peut-être des petits trucs que vous pouvez demander, mais on ne demande pas. En fait, il y a peut-être un dialogue intérieur, on ne va pas vers l'autre. Et on sait quand même qu'il pouvait me donner la réponse. Mais on ne demande pas. C'est après que quelqu'un vous dit, bon, mais entre-temps, vous étiez avec telle personne, je vous ai vu de loin, mais il pouvait vous aider à répondre. C'est pour dire tout simplement que, autant il faut se poser des questions à l'intérieur lorsqu'il s'agit du soi à soi, autant il faut être aussi ouvert vers l'extérieur pour poser des questions à notre environnement dès lors que nous avons l'opportunité de poser. Posez d'abord la question et que la personne vous dise que vous êtes en train de la gêner. Mais déterminez déjà à l'avance que lui poser une question pourrait la déranger et ne pas poser la question. Je pense que ce serait pas trop intelligent. C'est pour ça qu'on nous demande tout simplement d'oser. Il faut oser faire le pas. Justement.
Donc, la question permet de faire naître un dialogue. Ça permet d'aller à la découverte, comme on est en train de le dire, à la créativité. Ça permet donc de réfléchir. Parce que lorsque nous sommes coincés, ce n'est que des questions qui nous permettent donc d'aller de l'avant. On répond à une question, on n'est pas satisfait, on en élabore d'autres et on trouve également la réponse. Et cela se justifie si bien lorsque Einstein, ce éminent savant que tout le monde sait, disait que si on lui donnait 1 heure pour répondre, en tout cas pour trouver la solution à un problème dont sa vie en dépendait, je suis en train de paraphraser sa citation, il disait qu'il allait consacrer 55 minutes pour élaborer la bonne question. Et dès lors que la bonne question est élaborée tout au long donc des 55 minutes, les 5 minutes restantes lui permettront donc de répondre favorablement à la question qui est posée. Donc la part qu'il a donnée dans la conception, dans l'élaboration de la question représente pratiquement 90 ou 95% du temps qui lui est consacré. Pour nous montrer combien les questions sont importantes. Sont importantes. Donc on doit non seulement réfléchir, mais comprendre comment poser la bonne question. C'est en fait à ce tard que nous invitons aujourd'hui les auditeurs pour que chacun sache réellement comment, se poser les bonnes questions et comment poser les bonnes questions à son interlocuteur. C'est vrai que de façon classique, on nous a appris les fameux pourquoi, comment, quoi, ou comment, combien et tout, sous le QQ ou QQOQCP, si je me rappelle bien. D'accord. Donc quand on décompose, ça donne... Ça donne le quoi, le pour, le quoi, le qui, le où, le comment ou le combien, ou le pourquoi. Il y a également quand quelque part. Donc, on parle de questions ouvertes, on parle de questions fermées, on parle de questions d'approfondissement, on parle, disons, de questions tacites. De toutes les façons, que ce soit le type de question, il s'agit de comprendre que élaborer une question est un art qu'il faut apprendre ou qu'il faut saisir pour pouvoir se poser les bonnes questions et poser la bonne question à son interlocuteur. Oui, les connaissances et l'efficacité de nos actions dépendent donc de ces questions. Tout à fait. Parce que la question stimule la créativité, ça stimule la découverte. La question permet disons, il y a un coach qui dit, lorsque vous élaborez une bonne question doit être névralgique. Névralgique parce que ça doit mettre en branle le système réflexif. De telle sorte que vous devez être en mesure de sortir du cadre dans lequel vous êtes pour pouvoir aller trouver la réponse. C'est en cela que, je ne sais pas si on est en train déjà de rentrer dans le vif sujet, c'est en cela qu'il va falloir distinguer ce que nous appelons l'art du questionnement d'une interrogation. D'accord. Donc, est-ce que le questionnement est différent d'une interrogation? Je me pose une question, je pose une question, est-ce que c'est différent du questionnement? Oui. Pour comprendre la différence, il suffit tout simplement de se rapporter, rapporter ou reporter? Ça dépend de ce que vous voulez dire en fait. Je voudrais dire tout simplement de se souvenir de ce qu'on a été pendant qu'on était élève. Donc, de se souvenir de ce qu'on a été pendant qu'on était élève. C'est plus simple comme ça. On nous faisait des interrogations. Et quand le professeur dit, ça y est, prenez une feuille, bon, tout le monde se met dans son état. Tout simplement parce que lorsqu'on parle d'une interrogation, c'est beaucoup plus restituez-moi ce que nous avons fait ensemble. C'est-à-dire que je vous interroge sur le cours précédent, ce qui a été fait, ou sur une question précise. C'est tout comme si nous avons déjà une entente sur un certain nombre de sujets. Et sur ces sujets, je veux que vous reveniez là-dessus et que vous me donniez disons, la façon dont vous les avez compris peut-être, ou bien me les restituer. Ce que je vous ai appris, ce que je vous ai enseigné. En fait, c'est ça. Oui. En fait, c'est ça. C'est restituez-moi ce que je vous ai enseigné. Donc là, une interrogation suppose qu'il y a déjà des réponses prédéfinies qu'il faut cocher. Une interrogation suppose que le paradigme dans lequel nous voulons rester est déjà connu. Or, lorsqu'on parle d'une question, à moins que je sois en train de me tromper, lorsqu'on parle de question en tant que art de questionnement, il s'agit tout simplement de trouver une réponse à un problème qui n'a pas encore trouvé de réponse. Au fait, dont la réponse n'existait pas préalablement. C'est ce qui fait que
C'est quand on est coincé, quand on a des difficultés, quand on a des situations qu'on n'arrive pas à gérer, qu'il faut maintenant se mettre à élaborer la bonne question pour pouvoir aller donc de l'avant. La question signifie donc nous sommes dans un processus maintenant de quête en tant que processus, en tant que, disons, chemin allant vers une découverte. Ce qui fait que lorsque on se pose la question, ou on se pose la bonne question, on se met alors dans un processus de recherche de quelque chose qu'on n'a pas déjà. C'est ça, c'est un peu comme si rien n'a été fait, qu'on est en fait en train de découvrir, qu'on est à la quête de la découverte. Nous allons garder cette expression pour l'utiliser plus tard. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait, d'accord. C'est pourquoi je suis phasé toutes les fois que je suis avec vous, parce que vous m'aidez à trouver les bonnes expressions ou les bonnes stratégies pour expliquer. Donc, lorsque on se pose des questions, l'idée principale derrière la question doit être, nous sommes en train de rentrer dans un autre paradigme. Et lorsqu'on veut la poser également à quelqu'un, on doit s'attendre à ce que la personne aille à un niveau que nous ne soupçonnons pas. On ne va pas dire déjà, bon, je connais la réponse, je vous pose la question. Ça devient une interrogation. Voilà, ou vous ne dirigez pas la personne dans le sens que vous souhaitez, dans un sens que vous auriez souhaité qu'elle soit en fait. C'est-à-dire que vous laissez libre cours à l'imagination d'aller dans tous les sens. Justement, il n'y a que l'art que vous appliquez et vous laissez les réponses venir. C'est ce qui est intéressant. Parce que dans le coaching, et que vous coachez quelqu'un, en fait, vous apprenez beaucoup de la personne. Et chaque expérience que l'on fait avec un coaché est une expérience unique. Une formidable expérience qui, en fait, vous éveille vous-même à des potentialités auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Ce qui fait que le champ de possibilités laissé ouvert est l'essentiel donc de la réponse qui viendra du questionnement. Exactement, oui. Ce qui est totalement différent d'une interrogation où on sait déjà ce que la personne doit donner comme réponse. Ou à la limite, je me dis que c'est peut-être un peu limité. C'est beaucoup plus limité que le questionnement, en fait. L'interrogation, bien sûr, oui, justement. Elle peut sembler plus limitée. Et le coaching, en fait, je me dis, ce sont les réponses qu'il vous donne qui vous permettent à vous de le révéler à lui-même. Tout à fait. C'est-à-dire que si les réponses ne sont pas exactes, elles ne sont pas bonnes, vous n'irez pas dans la bonne direction pour l'amener à se connaître ou à se révéler. Pas du tout. Vous êtes obligé donc de retrouver une autre question qui pourrait l'amener à se donner ou à se surpasser. Parce que, bon, si l'attente n'est pas comblée, si le problème persiste, cela veut dire que... On n'a pas posé les bonnes questions, on n'a pas eu les bonnes réponses. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, on parlait du questionnement. Est-ce que c'est différent de l'interrogation? Vous avez parlé de combien c'est large. Donc, rien n'est acquis, rien n'est déjà fait. On est un peu comme sur une table rase. Vous voulez lancer un nouveau produit, vous ne savez pas comment il sera accueilli, vous ne savez pas vraiment par quel bout prendre la chose, comment vendre, comment manager, comment négocier. C'est vrai qu'il y a des techniques qui vont être enseignées dans les écoles, mais à côté de ces techniques, à côté de ce que vous apprenez, il y a la manière dont vous prenez les questions, le bout par lequel vous les prenez, et c'est ça l'art en fait. La possibilité que vous vous donnez de trouver la bonne réponse, sans se référer, disons, de façon classique à ce qui se fait déjà. Parce que ce qui se fait, c'est justement que si ça s'appliquait intégralement à votre contexte, vous ne serez même pas en difficulté. Parce que ça, là, c'est déjà classique. Nous connaissons, on sait déjà comment ça se fait. Vous allez vous retrouver dans votre zone de confort, il n'y a pas de problème, on va faire les choses comme on les faisait avant. Et dès lors que vous constatez que ça n'a pas marché comme vous auriez souhaité, cela veut dire qu'une question demeure, un questionnement demeure. Et c'est à ça qu'il faut essayer. Alors, en fait, j'allais poser une question, mais j'ai senti que vous n'aviez pas terminé. Oui, non, allez-y, madame. Alors, en stimulant la créativité, les questions peuvent déclencher le changement. Des questions pour établir de meilleures relations. Meilleures relations, changement, un nouveau paradigme. Je n'ai pas la citation exacte en tête, un coach qui dit une question posée dans un paradigme donné ne trouve sa réponse réelle que dans un autre paradigme.
C'est-à-dire qu'il y a un contexte qui a suscité la question. Si vous voulez trouver réponse à cette question dans le même contexte, là, vous êtes barré. Est-ce qu'on ne peut pas trouver réponse à cette question dans le contexte dans lequel on est? Est-ce que la réponse ne va pas dépendre de... Le contexte qui a généré la question, je voudrais dire. Je voudrais dire le contexte qui est à l'origine même de la difficulté, de la situation à régler. Si vous voulez toujours analyser les éléments du contexte pour pouvoir trouver les réponses à partir, peut-être que l'expression n'est pas bien choisie, si vous voulez trouver les réponses dans le contexte où vous êtes, en fonctionnant comme vous fonctionnez, peut-être c'est comme ça qu'on va régler l'affaire, cela veut dire que vous n'avez pas trouvé la réponse appropriée. Vous devez vous permettre, et c'est en cela que, je ne sais pas, on est en train déjà d'aborder comment on peut, disons, partir du questionnement, comment on peut réfléchir et parvenir donc à la créativité. Il faut comprendre que l'être humain a un organe, je dirais un organe puissant que nous appelons le cerveau, qui en fait est la source des idées, est la source donc des pensées que nous émettons. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est lorsque vous estimez que votre propre réflexion, c'est-à-dire qu'en réfléchissant, vous allez trouver la réponse à une question que vous avez générée, il est très très difficile d'y parvenir. Comment c'est si difficile que ça? C'est si difficile que parce que vous ne pouvez pas, le mental ne peut pas élaborer la question et en même temps être l'auteur de la réponse. Ah bon? Oui, justement. C'est l'erreur que la plupart des gens font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a trouvé une réponse, ce n'est pas forcément la bonne réponse? Non. Le mental ne peut pas élaborer la question et en même temps trouver la réponse. Nous allons comprendre. D'accord. Il y a une étude qui a été faite en Amérique auprès des éminents chercheurs. Il y a Einstein qui a participé à cette étude. Et on leur demandait, mais comment vous y arrivez? Et dans leur explication, ils sont tous parvenus à dire qu'en fait, le système de réflexion lié au mental ne joue qu'un petit rôle dans le processus créatif, c'est-à-dire dans le processus qui débouche sur une invention ou sur une innovation ou sur une découverte. Et la grosse part revient à quoi? La grosse partie oui, la grosse part revient tout simplement à... C'est pourquoi je disais, entre-temps, vous avez dit, rien n'a été fait. À ce concept de ça vient du rien. Est-ce que ça vient du rien? Justement. Parce que... Ça vient du rien qui n'a été fait, c'est ça? Ça vient en fait de l'univers qui semble, on va dire quoi, immense. L'univers, j'emprunte votre... Décidément. votre mot. L'univers, c'est justement la grande réponse. Et lorsque nous disons que ça vient de rien, c'est la potentialité que vous avez à embraser tout l'univers entier dans sa globalité. Et non de façon séquentielle pour estimer que, puisque le problème se pose dans tel angle-là, c'est sous tel angle que la réponse doit venir. Donc, lorsque nous disons du rien, soit c'est du vide mental, ou bien c'est cet englobant tout que nous appelons univers de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc, ces chercheurs ont dit, les réponses ne nous parviennent que lorsque, à un moment donné, on se retrouve dans une certaine immobilité de pensée. C'est-à-dire que votre réflexion s'arrête, vous vous retrouvez comme si vous êtes tout l'univers entier. Généralement, on a cette sensation lorsque vous vous retrouvez dans des zones de montagne et que vous contemplez la montagne. Vous avez l'impression d'être perdu et qu'il n'y a que la montagne, c'est-à-dire que vous êtes assimilé à la montagne. Il n'y a que la montagne et vous. Vous-même là, on semble disparaître et on se fond. Faites l'essai. D'accord, je vais trouver une montagne déjà. Et ça va se faire. Vous pouvez le faire également à la plage, lorsque vous contemplez l'océan. On a l'impression de disparaître. Au fait, il y a un vide mental qui se crée que nous pensons être une illusion qui en fait est notre réalité. Notre réalité, lorsque nous parlons de potentiel infini et illimité, puisqu'on ne peut pas mesurer l'infini et l'illimité, l'infini devient alors le vide.
Alors, est-ce qu'il faut savoir apprécier, on va Cet dire état, quoi, non? cet état pour pouvoir trouver des réponses ou pour Savoir pouvoir l'apprécier. poser les bonnes questions? En fait, le processus fonctionne comment? Vous avez une situation sur laquelle vous êtes en train de réfléchir. Ça, c'est le rôle de votre cerveau. C'est le rôle de votre mental. Ça permet donc de réfléchir et de trouver la question essentielle, la bonne question qui permettra au système universel dont on parle là, de vous fournir une réponse adéquate à la question qui est posée. Je vous donne, vous savez, aujourd'hui, ce que nous faisons de technique, c'est-à-dire l'avancée technologique aujourd'hui, peut-être même 20 ans en arrière, on ne pouvait même pas soupçonner ça. C'est un peu comme les machines, le matériel que nous utilisons aujourd'hui, il n'existait pas avant. Donc, ça a été créé au fil Et pourtant, des années. il n'y a pas un élément additif qui s'est ajouté à l'univers. Ou bien, à mon avis, hein, c'est vrai que nous ne sommes pas si vieux que ça, mais depuis que nous sommes sur cette terre, on a constaté que c'est du point de vue naturel, du point de vue physique, du point de vue, disons, de la cosmogonie, c'est la En même fait, chose. voilà, ce sont des matières qui, au fil du temps, on découvre des propriétés, et donc on prend, on transforme, on reforme, on casse, etc., etc. Donc, lorsque vous voulez parvenir à une réflexion créative, vous devez pouvoir comprendre que ici, nous avons un micro. Et aujourd'hui, nous sommes en train de l'utiliser comme étant un élément qui nous permet donc D'être entendu, d'être entendu. d'être reçu par les auditeurs. Dès lors que mon attention se focalise sur le micro et que je comprends qu'aujourd'hui, c'est le rôle qu'il joue, je dois pouvoir avoir aussi une autre idée en arrière-plan comme quoi ça pourrait jouer un autre rôle dans le même. C'est-à-dire que ça pourrait jouer un autre rôle. Tout simplement que je n'ai pas encore découvert ce rôle qu'il pourrait jouer. Ce qui fait que lorsque nous sommes en face d'une difficulté, lorsque nous sommes en face d'un problème, lorsque nous sommes en face d'une, disons, d'une situation au sein de notre entreprise que nous voulons régler, tous les éléments de l'entreprise constituent déjà un contexte. Oui. Mais ce contexte, nous devons avoir en arrière-plan de réflexion ou bien de ce que nous savons du contexte que ils peuvent également jouer un autre rôle qui pourrait être la solution à notre question. Ce qui fait que lorsque on étend encore et encore derrière la tête, c'est une façon de parler, Oui. je ne sais pas si vous me comprenez, Bien sûr. on étend encore et encore cet état d'esprit, Voilà, Vous- j'ai noté état d'esprit et on va revenir là-dessus. vous retrouvez dans un système où votre pensée a la possibilité de capter tout. Voilà. En fait, les informations circulent tout le temps dans l'univers. Et c'est lorsque nous sommes réglés sur une fréquence donnée que nous captons cette information. Mais pour être réglé sur la fréquence, non seulement il faut poser la bonne question, mais il faut être ouvert à ce que la fréquence ne vous parvienne. Donc, nous avons le questionnement, la question qui provient naturellement donc du constat que nous avons une situation à régler et nous réfléchissons pour élaborer la question. Mais nous devons retrouver donc cet état de vide intérieur qui nous permet donc d'être intuitif et de réaliser que, attention. Oui. Mais comment alors retrouver cet état? Il y a Alors, une seule chose. comment retrouver cet état? Vous dites qu'il y a une seule chose, faut la garder. Ok, En fait, d'accord. votre développement me fait penser à tout un tas de choses, donc ouverture d'esprit, donc état d'esprit, ne pas rester focus en fait sur le problème qui est là ou les personnes, et donc lâcher prise aussi. Oui, Donc, parce que vous ne pouvez pas être en train de penser au problème et trouver la solution au problème. c'est d'ailleurs pour ça fait ça- une erreur que Oui. nous faisons généralement. On est tellement préoccupé par le problème qu'on y pense toujours, on y pense toujours. Or, à force d'y penser, vous renforcez le problème au lieu de trouver une solution à ça. La pensée vient juste pour dire à l'univers, c'est comme si on dit, bon, vous avez, pour les croyants, vous avez Dieu à côté de vous. Donc, votre pensée vient juste pour dire, voilà le problème que j'ai, maintenant je t'écoute. Et quand on veut écouter, vous ne pouvez pas, je ne peux pas être en train de vous écouter et en même temps être affairé à réfléchir à mon problème. Donc, je pense au problème comme pour vous dire, oh, comme vous voyez mes pensées déjà, voilà le problème que j'ai, mais je reviens à vous comme vous êtes la grande solution. Et c'est cet infini qu'on ne peut pas saisir. C'est pourquoi on dit, vous tombez dans du rien où vous n'êtes accroché à rien du tout et puis bon, paf. Et je pense que quand on a cet état d'esprit, quel que soit le type de relation,
Je pense qu'on est toujours grand parce qu'on se met au-dessus des problèmes, on se met au-dessus en fait des humeurs. On considère que là, c'est un jeu de rôle, Tout à qu'on fait. est dans son jeu de rôle ou que les autres sont dans leur jeu de rôle. Et ça vous permet même d'être moins stressé. C'est ça, et d'être moins nerveux, de se Oui, mettre en colère tout tout le à fait, temps contre... donc vous comprenez juste que c'est peut-être le moment, l'instant présent, quelque chose à faire. Vous laissez tomber, vous évacuez. Je pense que c'est aussi ça la méditation, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça aussi la méditation? C'est la véritable méditation. Vous n'avez même pas besoin de vous asseoir parce que dès lors que vous avez la possibilité de faire cet aller-retour entre votre système de pensée qui est formel, que vous connaissez déjà, et ce vide intérieur qui en fait vous fait englober à tout, vous êtes en méditation. Et la dernière chose, donc tout votre développement, le dernier, m'a aussi fait penser à mes cours de philosophie, la maïeutique socratique. Ah oui, Oui. oui. Lorsque lui, il estime que les âmes sont grosses d'une vérité et qu'il les accompagne à faire l'accouchement. Voilà, donc Ça, c'est l'art d'accoucher les esprits, de leur faire enfanter la vérité. Tout à fait. La vérité n'a jamais varié. Oui, c'est ça. Et donc, comment, donc vous nous dites qu'il y a une seule manière donc, d'aller à la découverte des choses. C'est ce que vous abordiez quand je vous ai coupé. Oui, Donc, je disais que la première des choses, c'est la reconnaissance de cet état. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à quelque chose, vous ne pouvez pas avoir accès à quelque chose. si vous ne reconnaissez pas que cette chose existe. Donc c'est vrai que c'est de l'inconnu pour nous, mais on peut ne pas connaître l'inconnu et admettre quand même que l'inconnu existe. On peut ne pas connaître l'inconnu. Et admettre, oui, c'est-à-dire qu'on reste dans beaucoup de possibilités. Vous avez à donné fait. un exemple de micro. Aujourd'hui, bon, il nous sert à nous faire entendre, mais c'est se mettre aussi dans la tête que nous savons ce qu'il fait maintenant, Non. mais c'est qu'on sait aussi qu'il peut servir à beaucoup d'autres choses. Justement. On Ça, ne sait pas ces choses, on ne les connaît pas, mais on voilà. sait que ça peut être... C'est ce qui est du domaine de l'inconnu, mais notre prédisposition intérieure à comprendre que cela pourrait arriver constitue donc une façon de prendre en contact avec, de prendre contact avec. Donc ne pas rester fermé, il faut être vraiment ouvert. Voilà. Donc il y a généralement, disons, 3 points. Lorsque on veut faire une exploration intérieure ou bien lorsque on veut passer donc du questionnement à la créativité, généralement, nous sommes acteurs dans un système qui a généré des problèmes. Et pour la plupart des cas, on n'y parvient pas parce que on est toujours acteur dans le système et on veut trouver en tant qu'acteur réponse dans ce système-là. Ça ne marche pas. Il y a une graduation qu'il faut respecter. En fait, est-ce que quand vous dites que ça ne marche pas, là, ça m'embarrasse un tout petit peu. Est-ce que ça ne marche pas, ça ne marchera pas? Ou, il ne faut pas oublier l'inconnu, hein? On ne le connaît pas, on ne connaît pas l'inconnu, mais on accepte quand même qu'il est là. Dès On lors est que vous conscient qu'il acceptez- est... Voilà, on est conscient que l'inconnu existe, on ne sait pas encore. Et quand vous dites qu'on ne peut pas trouver la réponse, est-ce que c'est jamais... Ou on ne va trouver la réponse que lorsqu'on va faire table rase de tout ce qu'on sait, qu'on va lâcher prise. Lorsque vous allez passer de l'acteur au spectateur et du spectateur à l'observateur. On décrit le processus. D'accord. Nous sommes en entreprise. Oui. Il y a une situation qui s'est posée. La situation est générée par, disons, le système composé, c'est-à-dire l'ensemble du système de l'entreprise, y compris nous en tant qu'acteurs du système. Oui. Alors, une situation qui est générée, nous réfléchissons, finalement, nous avons trouvé la bonne question ou bien nous avons, nous avons le bon questionnement qu'il faut. À un moment donné, dans le système, dans le processus de réflexion, il faut pouvoir être d'abord spectateur du schéma qui a généré la situation. D'accord. Donc faire une introspection, c'est ça? Oui, une introspection. Parce que, en fait, tout est à l'intérieur de nous. Hein. Même si vous êtes chez vous, à la maison, et que vous vous rappeliez que vous êtes journaliste à Soleil FM, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est en fait l'environnement du Soleil FM. Cela veut dire que vous n'avez Pour les même... productions qu'on a à rendre. Voilà. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous rendre sur le service pour Pour avoir... être là déjà. Pour être là déjà. Oui, ça c'est vrai. Donc, toutes les situations qui se produisent dans l'entreprise se retrouvent en nous. Mais si nous ne pouvons pas les observer en nous, il nous est difficile
d'avoir une réponse liée à une situation qui est en train de se poser, parce qu'en fait, la réponse parviendra de nous de toutes les façons. Mais voilà que nous n'avons pas la possibilité de les observer en nous. Donc, il y a d'abord l'étape où vous avez la possibilité d'observer. Ça vient. Oui. Dès lors que vous avez la possibilité d'observer, on dit que vous êtes un spectateur de l'événement. Vous êtes un spectateur de la situation. À l'intérieur de vous, ça se passe, c'est une introspection. Dès lors que vous êtes spectateur, la réponse, vous commencez par avoir une certaine aération dans votre esprit. Parce que la force qui consiste à contrecaler, à trouver ci, à trouver ça par le système de réflexion, commence donc par se relâcher et vous avez une certaine détente à l'intérieur de vous parce que vous êtes spectateur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous demande parfois, lorsque vous êtes face, lorsqu'on est face en fait à un problème et on n'arrive pas à trouver la solution, eh bien qu'on laisse tout, qu'on oublie tout, qu'on écoute de la musique, qu'on se promène, qu'on marche, tout à et fait. donc qu'on s'aère l'esprit, la tête pour revenir en fait neuf et pour prendre le problème autrement. Parce qu'on se trompe peut-être, il y a beaucoup d'émotions. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, c'est tout ça en fait. Voilà. Donc, lorsque vous êtes spectateur, il y a un pas qui est fait. Mais il reste un autre pas qui est très important. Parce que entre le spectateur et l'acteur, il y a encore un lien émotif qui empêche en fait la réception de toute l'information, de toute la réponse qu'il devrait avoir. Vous commencez vraiment pas à avoir des aperçus, mais le lien émotif qui vous lie, c'est-à-dire, je prends un exemple, si vous êtes en train de regarder un film, il arrive des fois où vous constatez qu'on veut faire du mal à quelqu'un, vous réagissez de l'autre côté. Oui, on évite de regarder la scène, on crie et tout ça. C'est ce lien émotif qui vous empêche, dans le cas où on est en face d'une situation qu'on veut régler, au boulot. d'avoir directement la réponse. Donc, il faut passer maintenant du spectateur à l'observateur. Le statut de l'observateur suppose que le lien émotif n'est même plus là. Donc, vous devenez en fait, c'est comme si nous sommes dans cet espace, on commence par déplacer les chaises. Il y a quelqu'un qui est peut-être, disons qu'il y a un lien affectif avec une chaise et la façon dont on déplace la chaise, ça ne l'agrée pas, il va se sentir un peu frustré. Mais la salle dans laquelle on est en train de faire les gymnastiques semble être neutre et pourtant c'est en son sein que cela se déroule. Oui. Donc on dira tout simplement que la salle est dans le statut donc d'observateur. Et dès lors, Maintenant, est-ce que, dès lors, finissez. dès lors que vous venez à ce statut, au fait, vous semblez ne plus avoir aucun problème. Maintenant, est-ce que tout doit être dépourvu d'émotion? Non, justement, l'émotion, c'est ce qui nous a permis progressivement de communiquer à notre statut final d'observateur que nous avons une situation à régler. Mais à un moment donné, il faut couper cette émotion et être dans un relâchement total. Ah, mais Donc, comment? Ça, vous n'avez pas prévu de nous dire comment couper cette émotion, parce que c'est ça aussi. En fait, pouvoir se détacher de ce qu'on a senti, de ce qu'on a ressenti, de toute la colère que quelqu'un qui nous a piétiné, ce que ça nous a fait, quelqu'un qui a bougé en fauteuil dans la salle, combien ça nous a dérangé. C'est de pouvoir se dire que ça, c'est pas important. Il faut que j'évacue cette émotion négative. Non. C'est justement l'erreur à ne pas faire. Laissez l'émotion se sentir. Parce que lorsque vous ne la sentez pas, pour la vivre, on parle de refoulement dans ce cas-là. Oui, bon, à supposer qu'on l'a senti et on la vit. Mais comment Si vous l'avez réellement senti et que vous l'avez vécu et que vous avez trouvé une expression pour vous, en tout cas l'idéal expression pour vous de l'exprimer, il y a des gens, ils sont obligés de le dire avant de pouvoir se mettre, d'être à l'aise. Justement, toute cette émotion fait parfois qu'on exprime ce qu'on ressent, mais avec des mots qui ne sont pas forcément sympas. Vous voyez un peu. Vous Donc, pouvez le dire et vous excuser après. ah, mais vous savez ce qu'on dit, hein? Oh oui, quand on a cassé un vase, quand on essaye de le recoller, ce n'est souvent... c'est plus pareil, hein? Ce serait le problème de la personne de ne pas pouvoir vous pardonner. Ah oui? Si, oui, justement. Ça semble tellement facile. Parce que l'autre s'est senti aussi un peu heurté quand même. En fait, il y a un coach qui dit, si vous savez ce que les gens vivent, vous aurez de la compassion pour tout le monde. La façon dont vous réagissez dépend également de ce que vous vivez à l'instant T où le phénomène s'est passé. Généralement, nous accusons facilement les gens, mais si vous vous mettez à leur place, vous allez tout simplement être tempo
et continuer le chemin avec eux, si c'est possible de continuer le chemin. Vous avez 1 minute pour conclure maintenant, Donc, Maurice Awindé. Le statut d'observateur est le stade suprême. Mais en fait, on n'a pas besoin de s'efforcer pour y arriver. Dès lors que vous laissez le processus même vous conduit à comprendre tout simplement que lorsque j'ai une situation que je commence par y réfléchir, ce n'est pas en y réfléchissant que je vais trouver la solution, mais c'est justement en observant d'abord en tant que spectateur, en l'observant en tant qu'observateur, que la solution me parvienne, est en fait le chemin idéal pour partir donc du questionnement à la créativité. C'est un thème qui est très intéressant. Je pense qu'on devrait même revenir là-dessus. C'est vrai que nous avions parlé des questions efficaces. Oui. Mais on ne l'avait pas exploré sous cet angle-là, voilà, justement. donc parler de questionnement comme on l'a fait aujourd'hui, je pense qu'on pourrait revenir largement dessus. Merci infiniment. Maurice Awindé, je sais que le temps ne vous a pas suffi. C'est un peu ça souvent. Le questionnement, je le redis encore, c'est un art redoutable pour celui qui le maîtrise et qui sait en tirer parti. Un art qu'on va utiliser dans beaucoup de contextes, pour vendre, pour innover, pour manager, pour négocier, pour améliorer nos relations avec nos collègues. Donc une technique de communication qu'on doit à tout prix connaître. Tout à fait. Merci infiniment d'avoir partagé votre expérience aussi, parce que il y a eu beaucoup d'exemples et vos conseils avec les auditeurs et les internautes. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés, 106 et connectés sur les fmbénin.com.